Bonsoir. Et, bienvenue à l'Alcazar, bienvenue au Ciné-Club de l'Alcazar. Je m'appelle Harold Manning et j'ai le plaisir de programmer ce Ciné-Club. Alors, spot publicitaire, la prochaine séance du Ciné-Club de l'Alcazar, c'est le 9 décembre, c'est Elle de Luis Buñuel. C'est un immense film que nous projetterons dans une nouvelle restauration. C'est un film mexicain, donc de la période mexicaine de Luis Buñuel. C'est un film extrêmement moderne, extrêmement séduisant, un film vraiment très fort. Et puis, je pense que c'est le 12, si je ne me trompe pas, Louis Charpentier présentera Mamma Mia. C'est bien ça, Véronique? C'est le 12. On ne sait plus. Mais en tout cas, c'est dans les médias, donc vous pouvez trouver ça. Ce soir, alors il y a un double plaisir. Le premier, c'est d'accueillir un groupe de lycéens du lycée Montalembert que j'ai pu rencontrer cet après-midi parce que je donnais dans leur lycée une sorte de cours sur le scénario à partir du film de Sidney Pollack, Tootsie. Et j'ai découvert à quel point ils étaient cinéphiles, vraiment sur le coup, vraiment épatants. Et je suis très heureux qu'ils viennent, parce que leur sujet en ce moment c'est la comédie musicale, qu'ils viennent voir ce film qui est très peu connu, et même pas tellement comme une comédie musicale. Et ce que je leur ai dit, c'est que pour moi, Coup de cœur de Coppola révolutionne la comédie musicale de la même façon que des années auparavant, les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy avaient renouvelé le genre. La différence, c'est que les Parapluies de Cherbourg ont complètement étonné le monde entier, mais ont reçu la Palme d'Or à Cannes et ont eu un succès international. La différence, c'est que Coup de cœur de Coppola n'a eu aucune reconnaissance et a été un flop international. Je vais d'ailleurs, si vous voulez bien, raconter cela un peu, pendant que vous voyez des images du film qui mettent en valeur les décors et la direction artistique de Dean Tavoularis, qui était avec nous la semaine dernière, et qui a parlé du film. Dean Tavoularis a créé un univers visuel complètement singulier, un film qui est entièrement tourné en studio. Il n'y a pas un seul plan qui est fait en dehors du studio, et dans les studios de Francis Ford Coppola, qu'il avait ouvert à San Francisco. Et vous verrez à quel point l'invention magique de Dean Tavoularis est présente dans ce film. Vous verrez aussi dès le début la séquence de générique de début qui est merveilleuse et qui est uniquement faite avec des maquettes et des petites ampoules électriques. On est en 1982, les trucages vidéo n'existent pas. Donc on est en train vraiment à chaque fois d'être en intérieur avec des lumières artificielles, avec des décors immenses construits par Coppola. Vous allez voir, c'est vraiment grand. C'est aussi grand que les grands plateaux de la MGM dans les années 40-50. Donc on est donc sur un film assez atypique. Qu'est-ce qui s'est passé pour Francis Ford Coppola? Au moment où il sort de Apocalypse Now, il est l'homme sans doute le plus puissant du cinéma international. Pas seulement parce que c'est un réalisateur multiprimé, le Parrain et donc Apocalypse Now, mais parce qu'il est le producteur de ces films. C'est lui qui les finance. Avant peut-être même que d'être cinéaste, Francis Ford Coppola est un manager, c'est un financier, c'est un homme d'argent. C'est complètement ce qui le caractérise. Au moment du film que vous avez vu, peut-être certains d'entre vous, il y avait du monde qui était là la semaine dernière? D'accord, super. Et qui d'ailleurs vient découvrir ce soir pour la première fois Coup de cœur? Oui, on sert à quelque chose. Donc au moment de Apocalypse Now, le film, ça c'est tout le monde le sait, c'est quelque chose qui a été beaucoup documenté. Le film a un tournage pléthorique qui déborde de partout, des problèmes avec les comédiens, etc. Et Coppola doit payer de sa poche. Et ce tournage qui devait durer 4 mois va durer 2 ans. Donc la problématique, c'est de trouver plus d'argent et Coppola va vendre tout ce qu'il possède. Il va vendre, il va hypothéquer, il va vendre d'ailleurs, ça c'est un peu moins connu, à des amis cinéastes qui ont du succès à l'époque et qui s'engagent dès qu'un jour il se refera financièrement, qu'ils lui revendent sans intérêt tout ce qu'il possède, principalement en Californie,
principalement des vineyards, de la vigne pour faire du vin. Donc en fait, quand le film est enfin fini et qu'il va à Cannes, déjà, surprise générale, il gagne la Palme d'Or, et puis c'est un succès international et Francis devient très riche. Il peut rembourser toutes ses dettes, etc. Et il est le roi du monde. Et donc, qu'est-ce qu'il veut, Coppola? Il veut faire le film contraire. Il veut pas aller aux Philippines, il veut pas faire un film de guerre, etc. Il veut faire le film de ses rêves. Et ça va être une comédie musicale. Et ça va être un film complètement studio. En studio, c'est simple, on n'a pas de problème de typhon. Avec des comédiens qu'il a sous contrat pour d'autres films qu'il réalise ou pas. Et il veut inventer quelque chose qu'il n'arrivera pas à mettre sur l'écran, qui est ce qu'il appelle le cinéma digital. On ne dit pas numérique à l'époque encore, le mot n'est pas traduit en français. Ce qu'il veut, c'est filmer finalement tout ce film, cette super production, en un seul plan. Il veut que la vidéo, et bien sûr, comme vous savez, quand on tourne un film en 35 mm, on est limité, les magasins de pellicules, c'est 10 minutes. Et donc, il veut tourner en vidéo un film en un seul plan séquence. Encore plus fort que Hitchcock avec la corde, puisque la corde, les plans ne pouvaient durer que 10 minutes, après il fallait un peu tricher. Il veut faire tout le long. Et là, Sony, qui commence à produire des caméras haute définition, lui dit ben non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'après, on ne sait pas comment faire de 35 mm, parce que toutes les salles sont équipées en film. Ça n'est pas possible. On ne sait pas comment faire. Et surtout, on n'a pas de bonne qualité. Donc, il va falloir retourner au 35 mm. Et il le fait avec énormément de regrets, Coppola. Mais en même temps, ça donne à tous ses collaborateurs des idées. Cette histoire de fluidité, elle va être travaillée notamment par Dean Tavoularis et par le chef opérateur Vittorio Storaro. Elle va être travaillée avec des transparences, avec le même décor, une autre lumière qui donne un autre décor. Vous allez le voir très concrètement dans le film. L'autre très belle chose, c'est que s'il y a un truc qui est encore plus beau que Coup de cœur, selon moi, de Francis Ford Coppola, c'est la bande originale de Coup de cœur de Francis Ford Coppola, qui est bien sûr complètement écrite, complètement composée pour le film. Elle est composée et enregistrée avant le tournage, et elle est composée par Tom Waits. Tom Waits, d'ailleurs, et vous allez voir comme dans le film, parce que c'est très original dans une écriture de comédie musicale, ce ne sont pas exactement, vous allez voir, les acteurs qui chantent. Vous allez voir comment ça se passe. Et ce qui est génial, c'est que, puisque c'est une histoire d'amour, une histoire de couple, ce qui se passe, c'est que Tom Waits, avec sa voix rocailleuse, sa voix de fumeur, va jouer le personnage du garçon, et il demande à Crystal Gayle, qui est une chanteuse de country, de chanter la partie de la fille. Alors Crystal Gayle, son nom était bien trouvé, parce que c'est une voix de cristal, et le mélange et la collaboration de ces deux timbres de voix fondamentalement opposés est une des magies du film et de cette parole et musique extraordinaire livrée par Tom Waits. Quand Coup de cœur sort au cinéma en 1982, c'est un échec cuisant. Et il va tout perdre. Il avait tout perdu, il avait tout gagné, il va tout perdre. Et pendant des années, une dizaine d'années, Francis Ford Coppola va réaliser des films de commande, qu'en général il déteste aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs injuste, parce qu'il a fait des films merveilleux, dont par exemple Peggy Sue s'est mariée, qui est dans un peu le même esprit que Coup de cœur. Mais de toute la carrière des films de Coppola, son film préféré à lui, c'est Coup de cœur. Beaucoup d'informations que vous allez voir ce soir, beaucoup de photos. Vous allez voir, ce sont des images jamais projetées sur grand écran. Et certaines sont de pas bonne qualité. Elles m'ont semblé vraiment intéressantes, mais elles sont de pas bonne qualité parce que c'est une capture d'écran vidéo d'un DVD produit il y a une vingtaine d'années par Coppola, qui possède les droits de son film et qui avait mis un appareil critique absolument incroyable. C'est vraiment le film que je connais avec autant de bonus et aussi autant de bonus intéressants, parce que des fois, les bonus, c'est la tannée. Donc, c'est intéressant et on voit vraiment son côté autoritaire, son côté gagnant, son côté je fais ce que je veux, son côté sûr de lui. Je veux faire de l'électronique cinéma, je veux que ce soit un seul film, je veux que cette musique soit extraordinaire, et puis je veux que ce soit un succès, parce que tout le monde va adorer en Amérique ce film. C'est une comédie musicale et c'est une histoire d'amour. Paf, le bide sera abyssal.
Je vous retrouve, si vous voulez bien, dans 1h40. Vous allez voir, pour moi, ce qui est un des films les plus beaux du monde. Je précise naturellement qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'adore pas la comédie musicale, tout le monde n'aime pas forcément cette musique. Mais il y a une intimité dans ce film, une tendresse, et en même temps une démesure des moyens qui sont assez extraordinaires. Je viens de découvrir, là, en faisant les essais, cette copie qui est unique, parce que ça fait des années que ce film était impossible à montrer en salle. C'est une nouvelle restauration en 4K, supervisée par Coppola lui-même. C'est un film donc qui, quelque part, a comme particularité d'être rare, et donc vous êtes particulièrement privilégié. Il n'y aura pas, à mon avis, avant très longtemps, une projection de ce film dans une salle sur un si grand écran. J'ajoute que Electronic Cinema, c'est l'idée d'un cinéma électronique. Et je trouve que c'est merveilleux de voir et de découvrir ce film sur un écran LED qui a été comme construit 40 ans après pour ce film. À tout à l'heure, bonne soirée. Assez en fait parce que je suis très ému par le film et donc ça va être difficile de... Puis ce soir en plus j'ai décidé de travailler sans aucune note, donc on va tenter le coup. Ce que je découvre ce soir de ce film que je vois à peu près tous les 2 ans, que j'ai vu à sa sortie dans un cinéma à Angers, et un cinéma qui présentait ce film dans son véritable format, c'est-à-dire le format carré, 1,37, qui était très rare à l'époque et que vous avez vu dans ce format aujourd'hui. Donc carré, autrement dit, un format qui donne autant de hauteur que de largeur. C'est important pour ce film, avec tous ces décors. C'est le format de toutes les grandes comédies musicales classiques. Ce que je redécouvre, d'abord, c'est tout à la fin, il y a un crédit pour les sous-titres. Peut-être avez-vous remarqué, les sous-titres sont remarquables. Ils sont d'un humour et d'une beauté extraordinaire. Et ils sont signés par mes maîtres, Anne et Georges Duterre. Petit message d'ailleurs pour les élèves du lycée. On a vu Tootsie, qui en français, et je vous en avais parlé, est sous-titré par les mêmes personnes. 82, c'était une année vachement chouette pour le cinéma. Je vais pas pouvoir, enfin j'ai plein de trucs à dire, mais je vais pas pouvoir trop commencer. J'ai envie de vous donner le micro. D'ailleurs, pour dire éventuellement votre plaisir ou votre éventuelle déception. Enfin, on est là pour discuter, c'est ça. L'idée d'un ciné-club, c'est que c'est pas un cours, c'est on discute. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir ce soir découvert le film pour la première fois. Donc j'ai envie de vous passer le micro. Il est là et il y a Véronique, la directrice de l'Alcazar, qui sera là pour vous le passer. Peut-être c'est un détail, mais comme je disais, la bande originale de ce film, pour moi, c'est très important. Mais là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en 82, la musique des films, elle sortait sur des vinyles, sur des 33 tours. Et ça n'est jamais que 20 minutes sur la face A, 20 minutes sur la face B, au grand maximum. Et donc, j'ai redécouvert là ce soir, parce que la grande projection, parce que le grand écran, parce que le temps, là, qu'il y a au moins une, peut-être 2 chansons qui ne sont pas dans l'album, et beaucoup de musique orchestrale. Comme vous l'avez vu, cette musique, c'est une musique originale. Il n'y a aucun morceau de musique qui vient d'ailleurs, d'avant, etc. Ce que, ensuite, j'attends que quelqu'un lève la main très rapidement pour me libérer. Autre chose que j'ai vu ce soir, et j'en étais en fait assez enivré, comme de l'alcool. Une demi-heure après le film, je suis sorti, j'étais tout enivré par ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu le film hier et je le revois souvent, mais j'étais enivré par la projection de ce soir et par le son et par tout ça. Je n'avais pas vu ce DCP, cette restauration récente, donc faite par Pathé, en tout cas distribuée par Pathé et organisée par Coppola. Merci Véronique. Et voilà, c'était très beau. Et puis pour finir, parce que là, j'arrête sur le perso, mais encore un peu, je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, France Inter, la radio, m'avait confié une émission hebdomadaire
Et ils m'ont demandé, c'est quoi tu veux comme musique de générique? C'était à l'époque où les producteurs et les animateurs de radio pouvaient choisir la musique de leur générique. Il n'en est plus question aujourd'hui. Et j'ai dit, c'est coup de cœur. Et donc c'était, en fait, cette musique, la musique de la fin, celle que l'on entend quand Hank retraverse l'aéroport pour revenir chez lui, c'était la musique, le générique de mon émission. D'ailleurs, ce plan extraordinaire, les plans extraordinaires de la fin du film, l'aéroport, juste garder en mémoire que c'est un aéroport entier reconstitué en studio. L'avion, il est reconstitué en studio. Imaginez, vous, ce que c'est que de construire un aéroport dans un studio. Un aéroport, des couloirs, etc. Ça vous donne une idée de la démesure de Coppola. Pour un film tout simple, c'est une historiette. C'est une histoire boy meets girl et boy doesn't like girl anymore, etc. Et aujourd'hui, j'aime le fait que c'est une petite historiette. À l'époque, en 82, je dois avoir 16 ans. Et en fait, je trouve ça super intéressant, comment les adultes s'aiment, ne s'aiment plus. En fait, je trouvais ça passionnant. Il y a une volonté vraiment de Coppola de faire quelque chose de simple, de minimaliste. L'histoire de ce film tient sur 3 lignes. Et aujourd'hui, je trouve ça beau. Bonsoir, j'ai une question. En fait, je n'ai pas vraiment la réponse, mais à la limite, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la musique qui porte le film? Ou est-ce que c'est l'ensemble? C'est-à-dire que l'histoire, comme vous dites, elle est assez complète. Et est-ce que, justement, parce qu'il y a cette musique qui est effectivement qui est très belle, qui est magnifique, est-ce que c'est pas la musique, en fait, qui est vraiment la fondation de ce film, qui porte ce film et qui fait qu'il est, effectivement, très beau, très réussi? C'est une question centrale pour le film, mais qui vient de la poule et de l'œuf en premier? C'est un peu ça. Dès le début, le scénariste de Coppola et Coppola veulent en faire une comédie musicale. Au début, les premiers jets, ça se passe dans une autre ville, peut-être Chicago, je ne sais plus. Et c'est Coppola qui dit non, il faut que ce soit Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Parce que c'est la ville de tous les possibles, c'est la ville où on peut se marier. Las Vegas, autant pour moi, excusez-moi. Voilà ce que c'est que de parler sans note. Il faut que ce soit Las Vegas, c'est la ville des casinos, c'est la ville de tous les possibles, c'est la ville où on se marie et on divorce en un quart d'heure. Très tôt aussi, Coppola va voir le compositeur de la musique et il lui explique ce qu'il veut faire. Et en fait, le scénario, au départ pas écrit par Coppola, et la musique se font ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que Coppola ne devait pas réaliser ce film. C'est ce que nous a appris la semaine dernière, je ne savais pas, Dean Tavolaris. Coppola voulait juste le produire au départ. C'est devenu quelque chose de très important pour lui à cause de l'histoire d'Apocalypse Now. Parce que ce film-là, bien sûr, était en route depuis un moment. Et ce qui est intéressant, c'est que sans d'ailleurs devenir ennemi avec, mais il s'est arrangé avec le scénariste pour lui retirer la réalisation et pour le faire lui-même. Je pense que, ça c'est moi qui extrapole, je pense que c'était devenu finalement pour Coppola une question complètement de vie et de mort. Il lui fallait, en tant que réalisateur, producteur depuis de longues années, producteur de ses propres films depuis de longues années, il lui fallait réaliser de nouveau, mais quelque chose qui soit pas du tout Apocalypse Now. Mais donc, la question fondamentale que vous posez, qu'est-ce qui vient en premier dans le film? C'est les deux. Ça n'a jamais été envisagé comme quelque chose d'autre qu'une comédie musicale, ça n'a jamais été envisagé comme quelque chose d'autre qu'une partition de Tom Waits. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Merci. J'avais vu ce film il y a à peu près 10 ans. Et malheureusement pas au cinéma, donc merci d'avoir. Il était invisible au cinéma depuis vraiment très longtemps. Merci en tous les cas de nous avoir laissé la possibilité de le voir sur grand écran, puis dans une version restaurée.
Est-ce que vous savez s'il s'inspirait d'autres films par la suite? Peut-être pas tout de suite après, mais plus tard. Alors justement, j'ai une réponse pour vous qui m'est aussi venue ce soir. Et ça, je ne la tiens pas des livres. Mais pour moi, la grande inspiration de ce film de Francis Ford Coppola, 1982, c'est un film de 1977 réalisé par Martin Scorsese. Donc des gens très proches, même génération, etc. Pourquoi? New York, New York, c'est un film qui a comme sujet unique l'amour. New York, New York, c'est un hommage, et c'est une comédie musicale, c'est un hommage à la comédie musicale des années 50, c'est un film qui se passe sur à peu près 30 ans quand même, mais c'est une radiographie d'un amour, d'une rencontre, d'un divorce avec enfant, et quelque chose d'irréconciliable. C'est un de mes films préférés aussi d'ailleurs. Bon, mais il me semble, et ça encore une fois c'est que ma théorie, mais c'est que en 77, il a réalisé donc Scorsese. Scorsese n'a jamais été producteur de ses propres films, donc c'est très différent dans le rapport à l'œuvre et à l'argent, etc. New York, New York, film immense, film dans les grands plateaux. Ce qui est intéressant, c'est que en 77, les grands plateaux de la MGM sont encore disponibles. Ils vont être détruits après le tournage de New York, New York. Et donc en 77, Scorsese en Californie à Hollywood, peut faire un immense décor, des intérieurs. C'était aussi un film strictement tourné en décor, comme celui-ci. Et c'est un film qui s'appelle New York, New York, et aucun plan n'est tourné à New York, tout vient d'un studio. Donc on voit la matrice, on voit quelque chose de très fort déjà. La différence, c'est que New York, New York a été un film mutilé, qui ensuite est ressorti complet, alors que ce film-là, au moins, il n'a jamais été mutilé. Pourquoi? Ben parce que Coppola en était le producteur. Et en était... Il y a beaucoup d'autres choses. On voit très bien dans ce film que Coppola est nourri de toutes les comédies musicales. Très grand cinéphile, bien sûr, Coppola, mais qui a ce truc musical très fort, qui n'est pas développé dans vraiment beaucoup d'autres de ses films, d'ailleurs. Alors que Scorsese, même génération, est beaucoup plus musical. New York, New York, c'est un film sur le jazz. Bien sûr, la musique de Scorsese, c'est le rock. Mais on va dire peu importe. Mais c'est... Voilà ce que je peux vous répondre. Il y a peu de choses, en fait, de propos de Coppola écrits sur le film, parce que, quelque part, pas grand monde s'est intéressé à ça, vu que le film était un bide total. Cependant, c'est nourri de plein de choses. Je prends un exemple parmi d'autres. Une des héroïnes du film, c'est Nastassja Kinski. D'où ça vient, Nastassja Kinski? C'est Wim Wenders. À ce moment-là, en 82, Wenders est arrivé à Hollywood et va réaliser Hamet, produit par Coppola, avec comme rôle principal Frédéric Forrest, qui est le rôle principal de ce film. C'est cette idée que Coppola avait, une idée de théâtre, de faire une troupe, d'engager des gens, de faire une troupe, autrement dit de les salarier. Et c'est énorme aux États-Unis, salarier des gens pour des films, parce que ça leur donne une stabilité. Et ils seront dans un film un petit rôle, dans un autre un grand. Voilà, une troupe, comme au théâtre. Et Coppola connaît Wenders, donc il l'admirait, Coppola, grand cinéphile qui regarde tous les films qui se passent, etc. Et Wenders, qui a tourné avec Nastassja Kinski quand elle avait 7 ou 8 ans dans Alice dans les villes. Et donc, il la présente. Elle habite à ce moment-là à Los Angeles. Elle n'a pas fait de film depuis assez longtemps, Nastassja Kinski. Et donc, il lui donne ce rôle de ballerine, de magicienne, de fille du cirque. C'est beau, hein? Je trouve que c'est super. 80, là, on parle de 82. 2 ans plus tard, 1984, Wim Wenders reprend Nastassja Kinski pour Paris, Texas. Je vous écoute, mais je vois d'autres correspondances. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, la question que je me suis posée est posée de savoir si ce film m'avait inspiré d'autres.
Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qu'on retrouvait un peu dans Casino de Scorsese. Ah oui. Justement. Ben, les néons. Qui se passe aussi à Las Vegas. Et ce que vous racontez sur Nastasia Kinski, moi j'ai pensé à autre chose. Peut-être que c'est complètement tiré par les cheveux. Tirons-nous les cheveux. J'adore ça. Il vient de finir Apocalypse Now, qui a été un tournage assez terrible. Il y a un autre tournage assez terrible qui s'appelle Fitzcarraldo. Oui. Avec Klaus Kinski. Le père de Nastasia. Le père de Nastasia Kinski. Et bon, moi je vois ce lien-là et j'avais. Là, c'est une autre chose à laquelle j'avais pensé. Mais je me demande si aussi. Et oui, et dans le film. On sait que Nastasia Kinski, ses relations avec son père, c'était pas simple. Et là aussi, elle joue un personnage qui a une relation compliquée avec son père. Ça, c'est très Scorsese. Et je dirais que c'est le Scorsese, parce que. Pardon, ça, c'est très Coppola. Hein. Un autre cinéaste contemporain de tout ça, c'est Cassavetes, qui travaille beaucoup avec les comédiens, qui est complètement hors système, mais qui est très admiré par tout le monde à l'époque, par les cinéphiles et par les cinéastes. Et il y a cette histoire dans les films de Cassavetes, qui ne sont pas du tout des films improvisés, même si ça l'est, mais tout le monde vient avec son histoire. Tout le monde amène quelque chose. Et c'est en ça que je suis complètement d'accord avec vous. Pour revenir au début, effectivement, la question de monsieur, c'était aussi quelles étaient les influences de ce film par la suite. Ben, moi, je pense que c'est tout le monde. Je veux dire que Damien Chazelle, je ne vais pas redire ce soir que j'adore pas les films de Damien Chazelle, mais enfin, La La Land, il y a un truc qui vient de ça. Hein. Ce qui est gonflé dans Coup de cœur, que Damien Chazelle n'ose pas faire, c'est que Coup de cœur est un film complètement de nuit. Il n'y a pas de scène de jour, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de scène de jour. Et c'est uniquement dans un studio. D'ailleurs, Damien Chazelle n'aurait pas les moyens de tourner en studio. D'ailleurs, il faut reconnaître, le monde a énormément changé. Et Damien Chazelle a recours pour les chansons à des gens moins géniaux que Tom Waits. Je ne vais pas rentrer. Mais non, mais je veux dire simplement que je reconnais à La La Land un truc épatant, c'est que La La Land a introduit la comédie musicale à une nouvelle génération, la génération des enfants. Donc pour ça, bravo, merci La La Land. Mais c'est pompé sur tout le monde, hein, La La Land, c'est pas. Et c'est aussi pompé sur New York, New York. Pardon, j'arrête sur Daniel. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des fois tourner en studio revient moins cher que de tourner en décor naturel. Oui, mais comme vous le savez. Voilà, quand vous avez dit Damien Chazelle n'a pas les moyens, je ne pense pas que ce soit forcément juste. Non, bien sûr, la highway du début, c'était vraiment pas tellement possible en studio, sauf. Parce qu'une highway, il l'aurait fait, ça serait été possible. Là. J'aurais bien voulu connaître la dimension des studios, des plateaux des studios de Zentrop. C'est énorme, c'est plus grand que les studios. C'est une ancienne usine et c'est plus grand que les plateaux de la MGM. C'est-à-dire quoi, le plateau principal fait 5 millions de carrés ? Alors je ne pourrais pas vous dire, c'est pas mon métier, je suis pas voilà. Mais c'est énorme, c'est énorme. De toute façon, ça se voit dans le film. Oui. Surtout que, pour juste venir, ça n'était pas un studio dans lequel on construisait un décor monumental pour le détruire et passer ensuite. Tout était là parce que il tournait à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a tous les décors que vous avez vus, y compris les plus grandioses, coexistent dans le même moment de tournage. Ce qui est taré. Taré. Je pense qu'il y avait quand même aussi quelques éléments de décor qui étaient en maquette. Ah bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début. Naturellement, bien sûr, et surtout d'ailleurs le générique de début. C'est complètement de la maquette, bien sûr. Mais il n'y a rien qui est fait par CGI, il n'y a rien qui est fait par fond vert. Il n'y a rien qui est fait comme ça.
il y a une chose que l'on peut dire, mais c'est une technologie qui existait depuis 1977, donc déjà un moment, c'est que l'ordinateur peut assister les mouvements de caméra. C'est-à-dire, et ça c'est inventé par George Lucas et toute l'équipe du premier Star Wars, 77. Et donc, quand on voit dans Star Wars un vaisseau spatial virevolter parmi les étoiles, la maquette ne bouge pas. C'est la caméra qui bouge parce que l'ordinateur peut arriver à en faire quelque chose de très smooth, de très, vous voyez, mouvement très fluide. Merci, monsieur. Et là, c'est pareil. Dans la séquence d'ouverture, ça n'est pas les maquettes qui bougent. Les maquettes font 50 cm, hein, avec plein de petites lumières, et qui bougent, etc. Mais c'est la caméra qui bouge dans cette technologie déjà existante. Mais bien sûr, il y a beaucoup en fait, oui, il y a des maquettes, mais c'est principalement au générique de début, hein, je crois. Je voudrais Oui. parler 2 secondes. J'ai vu ce film-là, j'avais 20 ans, en 82, j'avais 20 ans, plutôt jeune. J'ai gardé ce film-là en mémoire toute ma vie, ça me fait à tous les temps, enfin, c'est merveilleux. Merci encore de pouvoir me donner la possibilité de le voir sur un grand écran, c'est génial. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'en ont pensé vos amis là-bas, qui ont peut-être cet âge-là, qui sont encore plus jeunes. Oui. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils en pensent. En général, les gens qui ne veulent pas parler d'eux-mêmes, je ne veux pas trop les pousser, mais on va les pousser. Mais ça serait bien, parce que moi, ce film-là, à 20 ans, Oui. Surtout que eux peuvent dire si ça a vieilli ou pas, ou en tout cas dans leur regard, ils peuvent dire... en plus, ce sont des étudiants qui travaillent, des lycéens, qui travaillent particulièrement sur la comédie musicale. C'est pour ça que je voulais leur montrer ce film ce soir. Du coup, moi j'ai beaucoup apprécié le film. Je trouve qu'il a très bien vieilli pour le coup avec les couleurs et tout, et l'histoire est géniale. Sauf personnellement, je trouve que quand je le vois, donc effectivement, la fin, il avait l'air un peu idyllique dans mon point de vue avec elle qui va à Bora Bora et tout. Mais malheureusement, ce n'était pas à la fin. Et il y a débat là. Ok, Il y a la villa. bien. Mais du coup, parce que j'ai trouvé que le film est absolument excellent. Je pense que je vais le revoir bientôt. Alors, pour le revoir, ce sera très difficile de revoir au cinéma. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé que vous soyez nombreux ce soir, parce que ça ne repassera pas, hein, et surtout pas sur un écran aussi grand. Mais revoir ce film, c'est génial, parce que il ne donne pas tout la première fois. Il donne beaucoup de choses. C'est un film, donc, comme je vous ai dit, que j'ai découvert en 82 dans une salle de cinéma en 35, etc. Merveilleux, coup de cœur fort. Je pense que je n'avais jamais vu de film de Coppola auparavant. Donc, baoum. Mais c'est aussi, beaucoup plus tard, le premier film que j'ai vu sur un écran d'ordinateur. Donc, un écran électronique. Et c'était merveilleux, ça marchait follement. Comme ce soir. Vous voyez, il y avait une chose d'immédiateté. J'étais à peut-être 20 cm de l'écran et je voyais tout. C'était très intéressant. Ça, c'est pour... voilà. Alors, concernant la fin, vous avez raison, je comprends. Ce que je veux défendre, c'est que c'est un film à l'eau de rose. C'est un film qui est une petite romance. Et elle a du tragique, mais, vous voyez, tout simple. C'est des gens comme vous et moi, un peu paumés dans la vie, pas terribles, c'est pas des grands créateurs, c'est des employés, lui-même pas de boulot. Alors, où est-ce qu'on va pour raconter ça? Où est-ce qu'on va? Je trouve, moi, aujourd'hui, que la fin, elle est particulièrement riche et ambiguë, parce que elle veut s'en aller, elle s'en va, il est mort de trouille, mais en fait, elle a réussi à faire ouvrir l'avion. Elle a réussi. Ça n'est pas filmé, c'est une ellipse. Mais elle a réussi, elle a dû dire, oh, arrête, elle a dû dire à son amant, Raoul Julia, non, en fait, je t'aime pas et je me casse. Elle a fait stopper l'avion. C'est une preuve d'amour. Quelqu'un d'autre a fait stopper un avion par amour dans sa vie? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Non. Bonsoir. Et comme je disais tout à l'heure, merci pour la proposition de diffusion.
Alors vous avez indiqué au début, effectivement, vous avez prévenu que tout était fait en studio. Ça, moi, je ne savais pas de base. Et c'est vrai que pour avoir vu d'autres films avant, forcément, les décors de fond sont plus visibles. On porte le regard plus facilement. Mais après, vous avez dit, effectivement, vous avez rappelé que l'aéroport, tout était fabriqué. Et effectivement, à la fin du film, on a un peu oublié, on a tellement, s'est tellement laissé embarquer, je pense, dans le film, que voilà, on oublie peut-être effectivement le côté carton, artifice. Et donc ça, c'est assez chouette. Et je trouve que ça démontre que même si effectivement le scénario est assez classique, je faisais la réflexion, il n'y a pas énormément de surprises. Sur la fin, finalement, elle aurait pu partir ou rester. Pour moi, c'était presque la même chose. Mais les personnages sont attachants. Donc en fait, peu importe ce qui va se passer, on est un peu pris dans l'ambiance. On est embarqué. Et au final, je dirais que c'est pas le plus important finalement, c'est l'intention quelque part. Et je suis complètement d'accord avec vous. C'est un film qui assume d'être complètement une histoire au premier degré, l'histoire de Midinette. C'est un film qui l'assume complètement. Et d'ailleurs, Coppola le faisait d'une façon complètement intentionnelle. Et il pensait du coup parler à un très vaste public. Raté. Il y a autre chose qui m'a intéressé beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que on voit que c'est qu'il y a des toiles peintes et qu'il y a mais c'est très, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, c'est très montré pour ça. C'est fait pour que l'on voit que c'est faux. C'est vrai que l'on voit que c'est fabriqué, que c'est dessiné, que c'est fait à la main. On le voit. Et ça rentre dans une sorte de deal de contrat que Coppola signe avec nous dès le début du film, c'est que tout est faux. Tout est un décor. Et ça se passe dans une ville où tout est faux. Donc, oui. Et est-ce que, pour autant, effectivement, si on doit faire un parallèle avec l'histoire, est-ce que, c'est une interprétation, mais finalement, tout est faux, le décor, mais l'histoire, elle, ce qu'ils vivent, eux, ça, c'est effectivement ce qui est le plus réel, le plus sincère, on va dire. C'est une étude quand même d'une vie de couple. Et c'est très intéressant de voir comment un petit désaccord qu'ils ont eu il y a quelques mois ou quoi, devient un truc super central. Un autre lien, parce que je faisais le lien avec les parapluies de Cherbourg, c'est quelque chose qui pompe un truc sur demi, c'est de faire chanter avec de très grandes voix des choses extrêmement banales. Vous vous rappelez les parapluies de Cherbourg? Enfin, c'est hilarant d'ailleurs, les paroles des chansons des parapluies de Cherbourg. Hilarant. C'est d'un réalisme brutal, fantastique. Mais là, c'est la même chose. Il y a toute cette chanson sur j'en ai marre de ramasser tes affaires. Vous voyez? C'est pareil. C'est chanter du quotidien. C'est-à-dire mettre quelque part de l'opéra sur tes slips sales qui traînent dans la chambre. Vous voyez, c'est ça. Oui, ça crée un contraste un peu. Oui. Alors, j'aime pas trop le mot récent qui est sublimation, mais bon, on va dire que c'est quand même ça l'idée. Bon, on va vous passer le micro, madame, parce que sans ça, on ne peut pas vous entendre. Et après, je veux bien repasser la parole aux lycéens, parce que un, c'était bien, mais deux ou trois, ce serait bien. Je pense à un autre film qui, je trouve, a quelques codinages avec celui-là, surtout visuellement. C'est Midnight in Paris de Woody Allen. Et c'est pas pour rien, parce que c'est aussi Storaro. Oui, bien sûr. Et c'est aussi, Midnight in Paris, il y a aussi beaucoup de studios, beaucoup de lumière comme ça, beaucoup de choses un peu de studios revendiqués. Alors, Midnight in Paris, parce que j'étais sur le tournage, on n'a fait que des décors naturels. Hein. On a l'impression de studio, je trouve. Oui, ça c'est Storaro. C'est Storaro. Et puis c'est un film plutôt diurne. Mais, pas que, mais bon. Non, pas que. Pas que. Mais enfin, moins, vous voyez. Mais c'est Storaro.
Donc voilà ce que je peux dire. Mais aussi Woody Allen est un cinéaste extrêmement cinéphile qui voit des films et c'est la même génération et ils se soutiennent beaucoup. Enfin bon, tout ça c'est c'est ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, même si Woody Allen on ne peut pas vraiment le compter parmi les cinéastes du Nouvel Hollywood parce qu'il n'a jamais vraiment beaucoup travaillé pour les studios, donc c'est tout. Mais oui, voilà. Je vais me faire la porte-parole des lycéens qui sont pour beaucoup partis parce que les parents les attendent à l'extérieur, il est tard. Donc, de ce qu'on a entendu, c'est qu'ils avaient beaucoup aimé, ils ont trouvé finalement le film très moderne. La réflexion, c'était on dirait jamais que ça date de 1982. On ne sait pas comment on doit le prendre. Hein, mais il y a plein de choses dans ce film qui ne sont pas du tout tentées et abordées dans le cinéma, enfin formellement, dans le cinéma contemporain. Il n'y en a pas. Et cette question de couple, visiblement, ça questionne, ce qui est plutôt bon signe. Hein, ça veut dire qu'ils ont bien perçu le sens du film. Et effectivement, on a un gros débat sur la fin. Est-elle optimiste, pessimiste? Devait-elle revenir? Devait-elle partir? Tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir... Mais vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est un film de la même année, et Tootsie, ça finit pareil. Tootsie, c'est pareil. Et Tootsie... Et un des rôles principaux de Tootsie, c'était Rigard, qui est le rôle principal ici. 82, c'est la même année. Ouais. C'est sur la route de Madison, enfin, c'est un thème éternel. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on tente de ce qu'on a, est-ce qu'on va chercher ailleurs. Ce que monsieur disait aussi, qui est très très vrai, c'est tout ce côté faux des décors qui est en parallèle avec ce qu'ils vivent, et notamment... ce qu'ils vont chercher ailleurs et qui est peut-être pas ce qu'ils veulent réellement. Et c'est voilà, la vérité est ailleurs et le vrai est ailleurs. Oui, mais en gros, ils ont bien aimé, vraiment. Super. Oui, c'est toujours ailleurs l'herbe est plus verte. Mais dès le début du film, on voit que Franny, elle travaille dans une agence de voyage et qu'elle s'occupe de dessiner et de mettre en place une vitrine qui est un décor, qui est du faux. Un peu du méta. Enfin, tout est... Ils en abîment. Tout fonctionne. Tout est logique et concerté et très intelligemment représenté, il me semble. C'est un peu le thème de la comédie musicale à la base, la mise en abîme, en fait. Oui. On filme, on essaye de filmer, ce qu'on essaye de créer, on crée un spectacle, en fait, c'est tout ça. La comédie musicale, c'est un peu l'art cinématographique total. Parce que ça chante, ça danse, il faut quand même écrire un scénario. Et d'ailleurs, comme je sais, vous, lycéens, vous allez vous plier à l'exercice d'écrire en court-métrage une comédie musicale. C'est pas simple, c'est très complexe, mais c'est super intéressant. Vous devrez dire, mais ça va être quoi la musique? Qu'est-ce qui va chanter? Vous voyez, vous avez vu là, pour ceux qui aiment qui connaissent la comédie musicale, c'est un film où les héros ne chantent pas. Ce sont des voix exogènes, ce sont des voix d'à côté, qui interprètent vraiment complètement le rôle d'elle, le rôle de lui. Mais c'est pas eux qui chantent. J'ai une remarque à faire. Il y a quelques plans qui me rappellent les films de Fellini avec Violetta Massina, notamment Kinski dans cette couleur, dans cette lumière-là. Oui. Je sais pas, ça me faisait penser à Violetta Massina dans quelques films de Fellini, mais j'ai une question à poser sur pourquoi ça a été un flop total. Le casting, c'est des gens que je connais, enfin par Kinski, les autres, franchement, je les connais pas, je suis pas un grand cinéphile. Et puis dernière chose sur, est-ce que c'est pas le dernier film qui a été fait avec autant comment dirais-je, de soins, avec ses cartons de pâte, enfin bref, aujourd'hui on pourrait refaire les choses avec beaucoup plus de facilité, mais je trouve que, comme il a été remarqué, que c'est tout à fait c'est sublime. Ben, merci, c'est exactement le mot que moi je pense du film. Ben, aujourd'hui ça se ferait par des ordinateurs. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, même si c'était des maquettes, ça existe. Vous voyez? Et on voit très bien, par exemple, dans les 2 derniers Wicked, qu'il y en a marre de la CGI et qu'il faut aussi des décors en vrai, qu'on modifie par la suite, et pour que ça ait une consistance à l'écran. Alors, beaucoup de questions.
Je sais plus. L'insuccès, le casting. Alors, l'insuccès. Succès et le casting. Les insuccès, c'est comme les très grands succès, on ne peut pas les expliquer. On est en 82, les Américains ne veulent pas de comédie musicale. Les Américains ne veulent pas d'histoire toute simple. On sort du Vietnam, on sort du Nouvel Hollywood, on veut des trucs vachement psy, quoi. Vous voyez ? C'est encore un cinéma américain qui attire dans les salles des adultes. Et ça, c'est de la romance de roman de gare, vous voyez ? C'est Harlequin. Donc voilà. Et avec toute il s'est complètement planté, Coppola. Il a fait de bon cœur. Il pensait gagner tout. C'est comme ça que je peux vous dire. Le casting. Je disais ça un petit peu, je crois, avant. Coppola décide de créer une troupe, de prendre les meilleurs comédiens qu'il connaît, pas des vedettes, pas des gens qui vont lui coûter, mais pour les faire jouer dans beaucoup de films, des films qu'il réalisera, des films qu'il produira, etc., etc. Et là, je pense que il le dit déjà, c'était très évident qu'il aimait la masculinité pas sublime, pas très courageuse, pas très fantastique de Frederick Forrest, qui joue dans Apocalypse Now, le film précédent. Et il est en grande admiration de Terry Garr, parce que Terry Garr, c'est une actrice qui peut tout jouer. Elle peut chanter, elle peut danser, elle peut tout faire. Elle est extraordinaire. La même année, elle est dans Tootsie, et elle ne fait à ce moment-là que tourner dans des productions de Coppola. Terry Garr, qui est décédée il y a quelques années, c'est assez rare parce qu'elle est décédée d'une maladie dégénérative, ce qui est assez rare chez les comédiens. Elle est morte assez jeune, 65 ans je crois. Elle a une filmographie de taré. Souvent des petits rôles, mais beaucoup de Broadway, beaucoup de comédie musicale. C'est quelqu'un d'épatant. Comme ce matin, tout à l'heure, j'ai revu Tootsie, elle est hilarante dans Tootsie. Quand elle clame « J'ai lu le deuxième sexe », enfin, c'est fantastique. Elle est géniale. J'ai jamais rencontré Terry Garr, je regrette beaucoup. Une dernière question ? Terry Garr est joué dans Rencontre du troisième type. Oui, de Spielberg. Vous dites que Terry Garr a joué dans Rencontre mais tout ça, c'est la même époque, grosso modo. Et c'est un petit rôle dans Rencontre du troisième type, mais la filmographie, elle est énorme de Terry Garr. Quelqu'un qui avait commencé très jeune et qui a fait de la comédie musicale, beaucoup. Bon, allez au dodo. Merci beaucoup d'être venu ce soir. J'espère vous revoir le 9 décembre avec Elle de Louise Buñuel. Bonne soirée.